je ne suis pas née avec un iPhone et avec un ordinateur. Donc, ce qui a changé bien davantage que la ville, c'est la façon dont nous, on peut être en ville et nos modes de vie par rapport à ça. Les villes, elles ont une part d'éternité. Comme vous l'avez dit, on vit en ville. Même si les villes ont des formes qui peuvent être très différentes, je dirais, entre le centre de Paris et Évry, par exemple, la forme de la ville est très, je dirais, très variée. Donc, on peut vivre en ville de 1000 façons et dans 1000 formes de ville. Une grande partie des espaces dans lesquels on vit existe déjà. On renouvelle très peu. Vous savez, on renouvelle 1% du stock bâti par an dans les villes les plus dynamiques. Donc, c'est très peu de choses. En fait, c'est 99% des choses qui existent. Donc, la question, c'est bien sûr d'éviter de continuer ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire de manger des terres agricoles pour installer une maison avec un jardin autour. Mais c'est aussi comment, dans celles qui sont déjà installées, on fait en sorte de vivre mieux. Voilà. Et voyez ce qui est compliqué aujourd'hui. Vous prenez une famille, allez, tellement classique qu'on n'ose même plus le dire. Papa, maman, 2 enfants. Je ne sais pas si ça existe encore, mais papa, maman, 2 enfants. Aujourd'hui, ils habitent dans un logement. Demain, ils auront peut-être besoin de 4 logements. Un pour papa, un pour maman et un pour chacun des enfants. Et donc, on a besoin de construire pour accueillir ces évolutions des modes de vie et de la population. Avant, plusieurs générations habitaient dans une maison. C'est là où on a des difficultés dans la ville aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de plus d'espace pour habiter bien. Par contre, peut-être que dans l'espace de travail, on a besoin de moins d'espace. Et donc, ça va être une balance entre les mètres carrés. Il y a la Smart City a de l'intérêt, je veux dire, d'utiliser ces systèmes d'évaluation, je dirais, ou d'aide, par exemple, pour mettre des petits robots dans les tuyaux pour voir où il y a des fuites, pour éviter les pertes d'eau, pour peut-être aider à l'efficacité de telle ou telle politique publique. C'est très efficace pour les transports. La Smart City, si vous voulez, c'est ce côté extrêmement humain de l'action urbaine qui est aidé par les outils qu'on a, mais l'outil ne fera pas la ville. L'outil nous aide à faire un peu différemment. Réfléchir à la ville, c'est passionnant. La ville, ça va à la fois très vite et très lentement. C'est les 2 systèmes en parallèle. Donc, si je prends l'exemple du sous-sol, et donc dans les sous-sols, il y a des voitures. Hein. On a fait des sous-sols pour mettre des voitures. Je schématise, essentiellement. Aujourd'hui, il y a moins de voitures. Donc, la première chose, c'est de prendre celles qui sont en surface et de les mettre dans les sous-sols. Comme ça, en surface, on a plus de place pour les piétons, pour faire jouer les enfants, pour mettre des terrasses de café, pour planter des arbres, etc. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe dans Paris. On enlève la moitié des places de stationnement de surface pour mettre de l'espace pour les gens, pour les enfants, pour les arbres. Et on dit, on utilise. Deuxième étape, ce sera, comme il y aura encore moins de voitures, parce que, en fin de compte, les gens partageront la voiture parce qu'une voiture, ça coûte très cher et que ce n'est pas la peine, on l'utilise très peu. Donc, on pourra prendre des voitures en libre-service comme il y en a déjà qui s'installent. Et ça, on peut le faire grâce à la Smart City. Et ben, dans ces sous-sols, on commence à cultiver. Donc, il y a des champignons, des endives. On peut stocker aussi des produits. C'est-à-dire, on peut faire venir des produits frais avec des très gros camions la nuit. Et on les installe dans des chambres froides et ensuite ça repart en vélo cargo. C'est ce qui se passe dans un parking sur l'île de la Cité. Donc, ce que je vous raconte n'est pas de la science-fiction. Ce sont des choses qui se passent. La naissance de la ville, c'est le grenier pour garder les graines. L'agriculture a été complètement déconnectée du fait de nourrir les populations qui vivaient à proximité. Donc l'agriculture, elle est intéressante parce qu'elle apporte dans la ville quelque chose qui nous manquait à tous, qui est un rythme, qui est quelque chose de vivant. Du sens du vivant. Ça peut parler. Il se trouve que quand même, 30% des personnes à Paris travaillent dans leur arrondissement. La moitié des kilomètres parcourus dans la métropole du Grand Paris font moins de 4 kilomètres. Donc, si on se disait qu'on fait ça à bicyclette, avec un vélo électrique, par exemple, équipé, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais ceux qui peuvent le faire, s'ils le faisaient, il n'y aurait plus aucun embouteillage et l'air ne serait pas pollué. Et on aurait de la place, un peu plus de place. Donc, la question, c'est de cette façon-là qu'elle se pose. Donc, nous, ça fait très longtemps qu'on ne prend plus la voiture comme point de départ de la discussion sur la mobilité. On prend la marche à pied. Parce qu'à partir du moment où vous créez la possibilité d'une marche confortable, tout le monde marche. Tout le monde se promène. Les Champs-Élysées piétons un dimanche par mois, c'est noir de monde. Donc, le chrono-urbanisme, c'est celui qui essaie de travailler avec les rythmes. C'est celui qui dit, par exemple, un espace de bureau occupé d'une certaine façon la semaine pourrait, le week-end, être occupé autrement. C'est une cour d'école ouverte
Et les familles parisiennes se félicitent puisque le week-end, elles peuvent aller dans les cours d'école avec leurs enfants. Donc, c'est toute une façon d'utiliser mieux les choses. Je pense que c'est la vraie révolution qui nous attend. C'est de changer notre rapport à l'espace bâti. En France, on a ce qu'on appelle le patrimoine. Et le patrimoine, c'est la pierre. Et on doit avoir son patrimoine, on doit habiter dans son patrimoine. C'est quelque chose de très important dans la culture française. Et cette culture-là, c'est celle qui va devoir le plus changer parce que, d'abord, au XXe siècle, on a construit avec des matériaux qui sont peut-être moins patrimoniaux. En tout cas, on ne les vit pas de la même façon. Mais surtout, comme on ne veut pas faire que construire, il va falloir qu'on apprenne à utiliser autrement ce qu'on a. Et donc le partager, et donc partager les usages. Et ça, c'est une révolution. À la campagne, on apprend à comprendre les choses et donc on a une relation interagissante. À la ville, on a encore une relation à distance de jugement. Moi, je pense que ça, il faut arrêter. Autrement, on ne grandira pas ensemble. Pour l'instant, en tout cas, la crise Covid est en train de faire un petit rééquilibrage, c'est-à-dire qu'elle dessert les villes trop denses pour aller dans des villes moins denses. Mais ça reste des villes. Les gens ne vont pas tous s'installer en pleine campagne.